Eh ben, bonjour à tous et à toutes. Merci de vous être connectés sur ce live qui commence, comme vous le voyez, un petit peu en retard, mais on attendait encore de tout mettre en place et surtout nos invités, puisque nos invités sont des professionnels de santé en activité et donc qui travaillent jusqu'à tard, comme vous le voyez. Et donc, on vient de les accueillir. Donc, on commence ce live proposé par le média associatif La Fabrique des Soignants, qui est un média porté par des soignants, des patients, des aidants, pour essayer de décrypter le fonctionnement du système de santé. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui dans le cadre notamment de la dissolution de l'Assemblée nationale, dans le cadre aussi de la montée de l'extrême droite et donc surtout dans le cadre de la formation d'un cordon sanitaire solidaire. Et je laisse Kendris présenter cette initiative. Merci de me donner la parole, Guillaume, pour la deuxième fois, parce que c'est pas souvent que je suis devant la caméra. Donc pourquoi le cordon sanitaire solidaire ? Très, très vite, à la Fabrique des Soignants, quand on a vu tout ce qui se passait politiquement, on s'est dit qu'il fallait qu'on fasse quelque chose. Vu qu'on a un média, l'importance politique des médias, on comprenait vraiment ça. Donc on s'était dit qu'il fallait qu'on lance une initiative qui rassemble les soignants, qu'on puisse, comme on essaye de le faire depuis le début à la Fabrique des Soignants, essayer de mettre en place un espace où on puisse discuter calmement, faire part des initiatives, faire part aussi de ses doutes sur le système de santé. Et là, je pense qu'on est dans une phase de doute extrême. Donc voilà pourquoi on a monté ce cordon sanitaire solidaire en moins d'une semaine. Donc c'est pour ça qu'il y a plein de petites choses qui seront à peaufiner, mais on est tous un peu épuisés, on alterne entre la tétanie, la colère, la volonté de pousser des choses. Donc voilà à peu près ce que c'est le cordon sanitaire solidaire. Génial. Et du coup, on voulait aussi initier un peu cette émission en vous partageant aussi des commentaires qui ont aussi lancé pour nous cette initiative d'essayer non pas de débattre, et c'est important pour nous de positionner justement les mots et vraiment la démarche dans laquelle on est, comme le disait Kendris, d'essayer de discuter calmement et d'inviter des personnes inspirantes pour nous expliquer comment défendre, comment essayer de reconstruire un système de santé solidaire et donc de nous montrer des initiatives, de nous partager aussi ce qu'ils font dans leur métier. Et donc pour ça, on voulait vous afficher quelques commentaires que vous voyez à l'écran. Et peut-être tu peux nous expliquer comment tu les avais trouvés justement. Ces commentaires, je les ai trouvés sur le compte Dormir au courant, que pas mal de gens connaissent, parce que c'est un des comptes Instagram très suivis qui balance des informations lapidaires tous les jours, mais qui permet de dormir au courant. Et donc il y avait eu un post qui concernait justement la santé, et il y avait plusieurs commentaires de soignants qui disaient, qui exprimaient leur colère, et qui exprimaient aussi le fait qu'ils allaient voter Rassemblement national. Donc je trouvais que c'était assez intéressant de se confronter aussi à ce genre de commentaires et de vraiment se poser la question de pourquoi en fait on a perdu cette valeur de solidarité, pourquoi elle est en train de se perdre, cette valeur de solidarité dans le système de santé. Et donc, pour discuter de ce sujet-là, on a proposé à 2 médecins de nous rejoindre aujourd'hui sur le plateau pour la première émission du cordon sanitaire solidaire sur cette thématique donc de la défense et de la reconstruction du système de santé qui se complétera de 2 autres émissions, d'ailleurs le 2 et le 4 juillet. Et je vous invite à noter ces dates déjà pour nous rejoindre à partir de 20h, toujours sur notre chaîne Twitch. On essaiera 20h cette fois-ci. Voilà. Et du coup, je propose à nos 2 invités, et peut-être en commençant par le docteur Julie Chastan, de vous présenter auprès des personnes qui nous regardent. Donc bonsoir à tous, moi je m'appelle Julie Chastan, je suis médecin généraliste en centre de santé dans le Val-de-Marne et je suis également enseignante et chercheuse à Sorbonne Université, donc j'enseigne aux jeunes en médecine générale. Et puis je suis très engagée dans les centres de santé, je suis coprésidente de l'Union syndicale des médecins de centres de santé, donc j'exerce dans le service public de santé de proximité. Mon employeur c'est la mairie de Fontenay en l'occurrence, voilà. Génial, et donc ce sera aussi super intéressant dans ce contexte-là de nous expliquer un peu plus ce que c'est les centres de santé. On y reviendra tout à l'heure ensemble. Et du coup, le docteur Michel Lévy-Soussan. Bonsoir et merci. Je suis heureuse d'être là, de pouvoir aussi sortir de l'hôpital et entendre parler des centres de santé et de cette fabrique des soignants qui essayent de penser le soin
aujourd'hui et demain dans le contexte actuel. Moi, je suis médecin hospitalière, interniste, ayant été dans l'accompagnement de soins palliatifs pendant 25 ans, accompagnement des patients, des aidants, mais aussi des soignants. Et maintenant, plus particulièrement, à développer le soin narratif et avec le projet d'accompagner les soignants par le récit, par l'écriture. Génial. Merci beaucoup. On voulait un peu commencer cette émission juste par évoquer un exemple qui a eu lieu avant ce moment de dissolution et d'évoquer la tentative toujours actuelle de suppression de l'AME. Est-ce que vous voulez, comment vous avez réagi quand la loi immigration est passée et qu'est-ce que vous pouvez dire sur l'AME ? Alors, il y a eu deux moments. Il y a eu un premier moment dans lequel il y a eu effectivement la loi contre, enfin voilà, une atteinte sur l'aide médicale d'État avec une volonté politique qui était affichée de porter atteinte à l'AME et de la transformer en aide médicale d'urgence. Donc, les gens qui bénéficient des soins de premier recours, par exemple, venir me consulter dans mon centre de santé ne pourraient plus, mais pourraient uniquement en cas d'urgence, alors qu'on sait que beaucoup de maladies chroniques seraient déséquilibré, donc que ça coûterait beaucoup plus cher et surtout que ça entraînerait une saturation de l'hôpital à très court terme, en plus du coût économique de ces mesures. Donc on a réuni un collectif de soignants, on a été 3000 et porté notamment par Nicolas Vignier qui était infectiologue et d'autres, et on a été plusieurs à se mobiliser à écrire des tribunes. Et puis, comme on n'avait pas fini, voilà, ça a continué quelques semaines après, avec là aussi la majorité politique qui avait décidé de passer une loi qui s'appelait la loi immigration, et dans lequel, là, on a eu une autre tribune avec en fait, la seule chose qui nous reste en tant que soignants quand on voit des choses s'écrire comme ça, c'est les mots. Et c'est d'ailleurs ce qui s'est passé là. Je suis aussi auteur d'une des tribunes qui est parue ce week-end. C'est les mots. C'est de dénoncer, c'est d'expliquer, c'est de tenter de faire comprendre. Voilà. Et aujourd'hui, c'est pour ça que je suis là aussi. C'est de tenter d'expliquer ce qui se passe parce que les discours populistes peuvent être extrêmement toxiques. Donc sur la loi immigration, là aussi, on s'est réunis et là, pour le coup, c'est 7500 soignants qui ont signé une tribune pour dénoncer les mesures qui nous semblaient absolument incompatibles avec l'éthique et la déontologie qui étaient portées par cette loi immigration, qui avait fait dans la foulée démissionner le ministre de la Santé. Et on avait affiché en même temps que vous parliez quelques faits sur l'aide médicale d'État, notamment le fait que ça représente quand même une dépense de santé qui est très faible, c'est 0,5% des dépenses de santé, et que surtout c'est un dispositif qui a été mis en place il y a déjà très longtemps, qui a été mis en place notamment avec un certain nombre de conditions. C'est pas non plus tout le monde qui peut avoir l'aide médicale d'État, il y a un certain nombre de conditions, et puis surtout le fait que au-delà de ce qui a pu être proposé, c'est quand même une idéologie derrière, notamment le fait d'aider ou ne pas aider certaines populations. Et puis de rappeler quand même que l'aide médicale d'État, initialement, ça a quand même été proposé aussi pour ne pas augmenter trop les dépenses pour les patients qui finalement ne seraient pas pris en charge au bon moment. Et donc peut-être, je ne sais pas si vous, Michel, vous souhaitez aussi réagir par rapport à ça, comment, notamment dans le cadre de votre exercice, comment aussi ça vous touche le potentiel, en tout cas la potentielle dégradation de cette aide médicale d'État. Oui, alors je ne peux pas dire que je sois directement touchée parce que ce que j'observe, c'est une résistance du corps soignant qui est très attaché aux valeurs d'accueil sans forme de discrimination ne va pas regarder. C'est une mesure, comme vous l'avez rappelé, qui ne représente vraiment qu'une partie extrêmement peu signifiante des dépenses de santé, mais bien sûr qui a voulu conquérir un électorat. Et donc, on peut compter, je pense, sur la forme de résistance et d'attachement aux valeurs du soin des soignants. Mais je crois que ce qui est important, c'est ce qu'a rappelé Julie, c'est vraiment le caractère tout à fait incohérent, c'est-à-dire c'est des personnes qui ont souvent des maladies chroniques, qui ont besoin de soins, d'un accompagnement, et de retarder cette prise en soin peut avoir des conséquences tout à fait délétères, y compris vis-à-vis de la visée première qui serait celle d'une économie. Et dans ce contexte, vous, dans la vie de tous les jours, comment ça pourrait vous impacter
ce changement-là. Est-ce que du coup, ça ne vous impacterait pas parce que finalement, vous feriez ce qu'il faut pour le prendre, entre guillemets, de votre côté? Est-ce que, puisque vous êtes dans un centre de santé, est-ce que ça modifierait les choses? Comment ça... Et je rajouterais un peu cette question. Est-ce que ça amène aussi à la question de la désobéissance du côté des soignants? Si jamais cette loi passe, comment désobéir? Alors, je pense qu'il y a plusieurs temporalités. Déjà, moi, je souhaite qu'on n'ait pas à désobéir. Et je pense que c'est pour ça qu'on est là ce soir, c'est pour ça qu'on n'est pas bien. Je souhaite vraiment que dans un mois, on ne soit pas en train de désobéir et qu'on ne soit pas en train de soigner gratuitement. Parce que si moi, je soigne gratuitement, c'est le service public, en fait. Donc, je creuse la dette d'un service public. Comment on fait, en fait? Et puis derrière, je demande aux pharmaciens de soigner gratuitement, au kiné libéral. Enfin, comment est-ce que je peux faire pour m'en sortir? Dans l'état actuel du système de santé, sincèrement, dire aux politiques ne nous faites pas ça, mais c'est vraiment logique. Après, dans les faits, ça veut dire que, par exemple, j'ai des enfants, encore cet après-midi, des enfants que je vois en consultation, des personnes que je suis, qui pourraient plus bénéficier de soins, qui pourraient plus être vus en dehors des cadres d'urgence. Mais alors, du coup, qu'est-ce que l'urgence? Est-ce que finalement, un bébé qui fait des coliques, ça rentre dans l'urgence? Est-ce que un patient hypertendu qui peut pas renouveler son traitement, comment est-ce que je fais pour le prendre en charge? Et comment est-ce que je leur ferme la porte alors que c'est des gens que je connais, que je suis depuis des années? C'est absolument insurmontable. En fait, c'est insurmontable à tout niveau. Je ne peux pas me dire, pourtant, il est possible, voire probable, que dans un mois, on soit en train de discuter de ça tous les 4 ensemble et qu'on soit en train d'organiser une résistance. Mais je souhaite vraiment aujourd'hui que chacun mesure ce qu'on est en train d'écrire et mesure les conséquences délétères à la fois pour un professionnel de santé, on pourrait dire tout venant, parce que fermer sa porte à ses patients parce qu'on va perdre de l'argent à le soigner, notamment en médecine libérale, mais aussi dans le service public, parce qu'on va se retrouver confronté à ces problèmes-là, ça nous met dans une situation invivable. Et puis, l'autre chose, c'est aussi notre société. Quelle valeur, dans quel monde on veut grandir demain voir grandir nos enfants demain? Est-ce qu'on est capable de porter ces valeurs-là? Et est-ce que vraiment l'avenir doit s'écrire comme ça? En dehors même du non-sens économique, éthique. Enfin, voilà, c'est qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Justement, par rapport à l'éthique, est-ce que tu peux réagir aussi là-dessus, Michel? Parce que c'est un domaine que tu apprécies fortement, mais quelle éthique du soin, ça veut dire justement de supprimer l'AME? Parce que ce qu'on souhaite aussi ici, au travers de cette émission, c'est de prendre un peu de recul sur pourquoi en fait telle ou telle politique sont décidées, qu'est-ce qu'on cherche, qu'est-ce qu'on veut construire comme modèle de système de santé. Oui, je crois que c'est important de considérer que les soignants qui sont aujourd'hui en crise, n'est-ce pas? Et ça, depuis bien longtemps maintenant. Les soignants vont mal. La crise Covid l'a mis en valeur avec de nombreuses études épidémiologiques, mais ce mal-être préexistait déjà depuis longtemps. Et dans ce mal-être, il y a notamment une crise du sens. Alors, il est vrai que aujourd'hui, le sens est fréquemment interrogé dans bon nombre de prises en soin, de décisions complexes. Et pour autant, ce qui est important, c'est de toujours pouvoir interroger avec le patient, dans sa singularité, avec son entourage et avec l'ensemble des soignants, le sens de cet accueil, de cette prise en soin et les valeurs du soin qui sont rappelées, qui sont bien sûr d'abord les valeurs d'accueil, les valeurs d'assistance, les valeurs de solidarité indistinctement, quelle que soit la condition de la personne qui soit accueillie et qui peuvent aujourd'hui se trouver fortement malmenées dans le contexte actuel. Alors on le voit déjà depuis tant d'années, en santé mentale notamment, on ne cesse d'avoir des alertes sur les difficultés de prendre en soin tant de patients qui en ont besoin. On revient à des prises en charge axillaires ou bien au contraire très loin de toute prise en soin, mais aussi dans bon nombre de maladies chroniques. Donc je pense que cette question aujourd'hui, elle est éminemment politique. C'est une question éthique qui interroge les conditions possibles du soin pour les soignants.
J'avais envie, suite à ça, parce que vous avez utilisé aussi le terme politique, et on essaie de le rappeler dans la Fabrique des soignants, c'est que la santé est politique, et que effectivement, alors, il y a effectivement des scientifiques, il y a effectivement des faits qu'on essaye à chaque fois de rappeler. On vous en a passé un certain nombre pendant que vous parliez aussi par rapport à l'aide médicale d'État. Mais la santé, c'est aussi politique, c'est aussi de l'éthique, c'est aussi des choses qui du coup ne sont pas, en tout cas, ou qui nécessitent des prises de position réfléchies, collégiales, etc. Et on sait le faire en santé. Et donc peut-être, Julie, par rapport à la tribune que vous avez réalisée, peut-être nous parler un peu de cette tribune, de qu'est-ce qui a lancé finalement cette envie, voire cette réaction, et puis avec qui vous l'avez faite et écrite. Alors, simplement pour dire que je ne suis pas rattachée à un parti politique, je suis pas... Voilà. Et on a regardé les programmes politiques. Et on a regardé les valeurs qui étaient portées. Et aujourd'hui, on a 3 blocs. Pour le premier bloc, bien sûr, c'est l'extrême droite contre lequel il faut absolument se battre. Et ça reste la pire hypothèse et c'est absolument pour nous l'ennemi principal. On a quand même le bloc d'Emmanuel Macron aujourd'hui qui a fait passer une loi contre l'aide médicale d'État, a tenté de faire passer une loi immigration qui a été retoquée au Conseil constitutionnel en partie. Et donc, une atteinte réellement volontaire aux droits fondamentaux dans un but électoral très probable, en se disant que l'électorat d'extrême droite sera convaincu par ces mesures-là, qui sont, je le cite encore la dernière fois, j'ai bien entendu les Français, leurs enjeux, c'est la sécurité et l'immigration. Donc, aujourd'hui, les valeurs de solidarité dans le soin, d'universalisme et de non-discrimination ne sont pas portées par ces partis-là. Et c'est pour ça que nous avons appelé à voter pour le nouveau Front populaire dans la tribune qu'on a réalisée avec les soignants qui ont travaillé dessus, notamment avec Antoine Pellissolo, qui pour lui est au Parti socialiste, mais avec la volonté réellement de dénoncer le cadre qui nous paraît inacceptable des mesures que souhaitent porter ces partis, avec réellement comme ennemi principal l'extrême droite, mais l'envie de dénoncer quand même ce qu'a tenté de faire Emmanuel Macron et ce qu'il continuera à faire demain si jamais il a une majorité complète à l'Assemblée nationale. Donc l'ambition d'avoir une gauche qui puisse se refonder, qui puisse porter des valeurs, parce qu'il y a besoin d'un contrepoids aujourd'hui absolument sur les valeurs de la santé, qui en fait sont celles de notre société. Je crois qu'un système de santé ne fonctionne pas dans une société qui dysfonctionne. C'est le reflet, d'ailleurs c'est ce qu'on vit dans nos cabinets. Enfin, les gens qu'on accueille, les patients qu'on voit, les troubles de la santé mentale qu'on vit chez les jeunes, les difficultés d'accès aux soins, la colère aussi, toute cette frustration. En fait, on vit le reflet d'une société dans le soin et je pense que le fait que les soignants n'aillent pas bien, c'est aussi très lié au fait que notre société est malade de certaines valeurs aujourd'hui. Donc on essaye justement de rebasculer les choses et d'avoir un message d'espoir qui est plutôt aujourd'hui porté par la gauche. On l'a vu aussi, cette tribune, elle a été signée par beaucoup de soignants. De l'autre côté, on a vu effectivement, on vous l'a montré dès le début, et puis je pense que tout le monde l'a aussi vu dans ses services, dans ses cabinets, que beaucoup de soignants aussi se positionnaient par rapport à l'extrême droite. Comment s'est mis en place cette mobilisation ? Est-ce que le relais s'est fait facilement ? Est-ce que beaucoup de soignants vous ont contacté ? Voilà, qu'est-ce que vous avez vu finalement de ce point de vue sur la mobilisation des soignants ? Est-ce que les soignants étaient à l'écoute ? Est-ce qu'ils ont eu envie de se mobiliser ? Et puis même dans les syndicats, dans les instances dans lesquelles aussi vous êtes l'une et l'autre, comment vous le sentez, cette mobilisation des soignants, cet engagement des soignants ? Est-ce qu'il y a eu un changement depuis quelques semaines ou pas véritablement ? Je dirais que le choc, il y a réellement un choc. Et puis, il y a toujours aussi la volonté, enfin voilà, qu'est-ce que je peux faire individuellement ? Et on se sent extrêmement démunis. Enfin, je pense que c'est pour ça qu'on a besoin de se rassembler, et c'est pour ça qu'on est autant, c'est pour ça qu'on s'est retrouvés avec vous. C'est qu'on se sent extrêmement démunis et extrêmement impuissants par rapport à la politique qui est menée et par rapport à des chiffres qui montrent une extrême droite très majoritaire et puis cette incompréhension même de ce qui est en train de se jouer. Il ne s'agit pas de stigmatiser qui que ce soit, il s'agit de dire que nous ne nous y retrouvons pas et que l'avenir ne peut pas s'écrire comme ça. En fait, ça s'est déjà écrit comme ça et ça s'est extrêmement mal passé. Donc je dirais qu'on s'est retrouvés
finalement assez démunis et que c'est le fait d'écrire, le fait de se mobiliser, le fait d'être ensemble, c'est ce qui nous permet simplement d'aller bien. Quand on m'a demandé pourquoi est-ce qu'on avait fait cette tribune, je vais être totalement honnête, je me demande si c'est pas aussi simplement pour moi. Parce que ne rien faire, c'est pire que tout. Et je crois que chacun peut aller voter, chacun peut mesurer les choses, chacun peut se mobiliser à son niveau et qu'on ne mesure pas l'impact qu'on peut avoir individuellement en se mobilisant. La sensation que j'ai, c'est que le plus dur, c'est de renoncer. Mais c'est mon vécu. Et j'entends qu'il y en a beaucoup qui sont aujourd'hui qui sont à plat et qui se disent que de toute façon, ça va se décider sans eux. Mais alors la question spécifique de est-ce qu'on a eu du mal à emmener, non, on n'a pas eu du tout de mal à emmener parce qu'en fait on avait déjà emmené, parce qu'en fait on avait déjà été mobilisés les uns et les autres sur différents combats, parce que finalement ce qui est en train de se passer là, ça s'écrit à bas bruit depuis des mois, et depuis des mois politiquement ça s'écrit, et donc on s'est déjà battu en fait. L'aide médicale d'État elle a déjà été attaquée, la loi immigration elle a déjà été proposée, enfin ça n'est pas arrivé il y a 15 jours, tout ça. Donc on a effectivement un président de la République qui a décidé de jouer au poker, là, mais c'était déjà en marche. Est-ce que du côté de l'hôpital, tu sens aussi une certaine forme de mobilisation ? Oui, bon. En plus, je viens d'un hôpital, ne participant pas moi-même à ce mouvement, mais un hôpital avec beaucoup de collectifs soignants engagés, engagés dans des collectifs, de Sauvons l'hôpital. Moi, j'ai toujours un petit peu peur d'engagement un peu trop catégoriel. Notamment Sauvons l'hôpital, bien sûr, mais la santé ne peut pas se réduire à l'hôpital. La santé ne peut même pas se réduire aux professionnels de santé. Voilà, c'est un peu le risque aussi dans des prises de position comme celle-là, c'est leur dimension trop catégorielle, et c'est pour ça que c'est intéressant, bien sûr, votre initiative de décloisonnement. Voilà, il se trouve que, bon, vous le savez, donc moi je travaille dans le soin palliatif, ce qui fait que j'ai été très impliquée avec mon collègue et ami Franck Ferrari dans la loi, peut-être dont on parlera, sur l'accompagnement et la fin de vie. Et on assiste là aussi à un engagement très catégoriel des professionnels de santé hostiles à cette loi, pour toutes sortes de raisons implicites et explicites. Et ce qui nous intéresse aussi à mettre au travail, c'est comment, en tant que professionnel de santé, se rencontrent dans le soin les dimensions subjectives, citoyennes et professionnelles. Parce qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de lois sociétales qui organisent les décisions en santé, des débuts aux fins de vie. Et c'est important qu'on puisse toujours mettre cette question au travail. Est-ce que tu as senti une évolution dans ces 2 dernières décennies, justement, sur cette mise au travail, sur ce rapport entre être soignant, être citoyen ? Non, pour moi, c'est encore vraiment un chantier important. Je pense qu'on n'a pas encore cette sensibilité-là. Je pense que même dans un engagement sur des valeurs du soin très fortes, telles que la solidarité, il y a quand même toujours le danger d'un engagement peut-être un peu trop catégoriel. Okay. Et vous parliez du coup de la loi par rapport à la fin de vie. Sur ce sujet-là, vous, quelle a été du coup de votre côté la mobilisation que vous avez pu réaliser ? En tout cas, comment vous êtes mobilisé ou comment vous avez été mobilisé sur ce sujet-là de votre côté ? Oui, alors grâce à notre cellule éthique et avec Franck Ferrari, on a pu suivre la Convention citoyenne fin de vie par un projet de recherche. Et ça a été vraiment un moment, pour moi, comme citoyenne, très important. C'est-à-dire, maintenant, c'est évidemment une très grande déception, mais au même moment, le débat sur les retraites ne donnait pas un exemple de parlementarisme très heureux. Et vraiment, ce qui se passait avec le Conseil économique, social et environnemental dans l'animation du débat démocratique était très exemplaire. Moi, je découvrais assez naïvement, mais la démocratie comme un jeu
très sérieux, mais qui nécessitait aussi de la médiation, vraiment de l'animation. Et il y avait une qualité de délibération, de débat, de respect de toutes les positions, qui était aussi, quel que soit finalement le texte qu'on était prêt à voter, qui nous donnait aussi un chemin pour pouvoir accueillir des patients, mais aussi travailler en équipe dans des positions contradictoires, des positions diverses. Génial, et du coup, c'est vrai que c'est très intéressant comme format, et c'est d'ailleurs des formats qui, selon le spectre, en tout cas selon le niveau politique, est proposé par certains et par d'autres. Le fait de passer effectivement plus par ces formats de convention citoyenne et moins par effectivement des obligations législatives comme on a pu le voir dans les dernières années. Vous, de votre côté, en tout cas toi Julie, de ton côté, en tant que professionnel qui travaille en centre de santé, et avant d'accueillir un kinésithérapeute qui a fait un tour de France justement des maisons de santé pluriprofessionnelles, et qui va pouvoir aussi nous présenter quelques initiatives. Qu'est-ce que c'est d'être en fait finalement un médecin, une médecin dans un centre de santé public, aussi par rapport justement à notre thématique et par rapport au fait de reconstruire un système de santé solidaire et de le défendre. Comment, à l'échelon individuel en tant que médecin, tu essayes finalement de faire ça ou pas avec ce type d'exercice? Alors, les centres de santé, alors des fois on mélange centre de santé et maison de santé, peut-être bien différencié. Un centre de santé, c'est un service public. Historiquement, ce sont des anciens dispensaires. Nous, le modèle qu'on porte là, les centres de santé que je porte dans le service public, parce qu'il y en a qui sont des centres dentaires ou ophtalmodéviants, c'est absolument pas ce qu'on représente. Un centre de santé, c'est un service public qui salarie ses médecins. Voilà. Historiquement, ce sont les anciens dispensaires et qui ont eu toujours un engagement pour les plus précaires et qui ont toujours porté en leur cœur, dans les valeurs, la prévention, et notamment la prévention, comme tu le disais très bien, Michel, qui n'est pas en fait portée par les médecins, mais qui doit être portée en priorité avec les acteurs de la collectivité territoriale. Un des grands acteurs de la prévention, en fait, c'est l'école, c'est le logement, voilà. Et c'est pas le médecin pour la majorité de ce qui est fait. Donc, mais travailler ensemble et prévenir pour pouvoir guérir ensuite, c'est vraiment un de nos enjeux. L'autre partenaire aujourd'hui qu'on développe vraiment fortement, c'est le partenariat ville-hôpital et le lien entre le service public de santé qu'on représente et l'hôpital public. Donc dans un centre de santé, moi je suis salariée, donc on est payé à la fonction, chacun est payé à la fonction, ce qui favorise beaucoup, contrairement aux maisons de santé où on est payé à l'acte, et contrairement au 1,9 milliard qui va être mis dans l'augmentation de l'acte. Quand on est payé à la fonction, on a plus facilement des soins coordonnés et collaboratifs. C'est comme à l'hôpital, en fait. C'est-à-dire qu'on n'est pas mis en concurrence sur de l'activité. Par exemple, je ne vais jamais être... si mon infirmière est capable de pratiquer tel acte, je serai toujours favorable à ce qu'elle puisse monter en compétence, puisque moi, ça me permettra de monter en compétence. Et si, au final, j'ai une assistante médicale, là aussi salariée, qui permet à l'infirmière de se dégager du temps, au final, toute l'équipe est gagnante et le patient au cœur. Donc, c'est un mode de rémunération qui favorise le travail en équipe et qui favorise aussi la collaboration interprofessionnelle. Nous, ce qu'on porte beaucoup, et c'est ce qui plaît aux jeunes, c'est la possibilité d'exercice en équipe, de paiement à la fonction, et puis la possibilité, ce qu'on voudrait beaucoup plus développer, de diversifier son exercice, c'est-à-dire d'être un médecin généraliste et d'avoir, pourquoi pas, une activité en soins palliatifs, une activité en ville-hôpital, une activité dans une PASS, donc à l'hôpital, ou une activité en santé scolaire ou à la PMI, avec un statut qui le permette. Ça, c'est vraiment ce sur quoi on travaille en ce moment politiquement, parce que comme tu le disais, la santé, elle est politique, mais les besoins de santé, ils sont avec des équipes coordonnées qui permettent à chacun d'avoir accès aux soins et à déléguer des tâches. Évidemment que c'est ça. Et l'autre chose qui est extrêmement importante, c'est d'avoir une meilleure coordination des acteurs. Et comment mieux les coordonner ? Très probablement en ayant des gens qui travaillent dans différents endroits et en ayant des temps d'interaction et de coordination. Et que l'hôpital puisse se reposer sur un service de ville qui est garant d'une santé populationnelle. C'est-à-dire que moi, je n'ai pas le droit de refuser un nouveau patient parce que je suis un service public comme les urgences n'ont pas le droit de refuser un nouveau patient. Et aujourd'hui, avoir une vraie vision de la santé telle qu'elle devrait être globale, qui prenne en compte la prévention jusqu'à l'hospitalisation et la fin de vie le parcours d'un patient, c'est ce que dit l'OMS, c'est ce qu'il faut faire économiquement et déontologiquement. Donc en fait, ça tient à tout niveau, mais il faut absolument qu'il y ait au plus haut niveau de l'État, ou en tout cas, sinon depuis les territoires, puisqu'on a compris que ça ne viendrait pas du haut,
une volonté d'organiser le système de santé. Et en plus, ça correspond à la fois aux besoins, mais aussi à l'envie des jeunes. En Île-de-France, par exemple, et ça, ce sont les chiffres de l'Ordre des médecins qui sont quand même extrêmement peu étudiées et extrêmement intéressantes. Quand on suit une promotion de jeunes internes qui ont fini leurs études en 2010 jusqu'en 2024, 80% de ma promotion de médecin généraliste n'exerce pas en médecine libérale. C'est-à-dire que les jeunes ne veulent plus être chefs d'entreprise. Pourtant, les négociations se font auprès de l'assurance maladie avec des syndicats de médecins libéraux monoprofessionnels qui exercent donc tout seuls, pas en équipe, dans lesquels, par exemple, les centres de santé ne sont pas du tout autour de la table. Donc, quand on investit 1,9 milliard de l'assurance maladie sur l'augmentation de l'acte, avec un système de santé qui non seulement ne répond plus aux besoins, mais en plus n'est plus attractif pour les jeunes, on entraîne une dérégulation de tout ça. Parce que qu'est-ce qu'ils font les jeunes médecins ? Alors, il y en a qui cherchent des postes salariés. Il y a beaucoup de régions, on a une augmentation effectivement très importante du nombre de centres de santé. Mais c'est insuffisant et surtout, c'est un modèle qui n'est pas lucratif, donc qui n'intéresse pas. Ça ne rapporte pas d'argent, la santé. Soigner les précaires, faire du domicile, faire de la prévention, j'ai un scoop, ça ne rapporte pas d'argent. Voilà. Par contre, si je veux gagner de l'argent, je fais ce que font certains. Ramsay est en train de racheter là maintenant des centres de santé. Donc le privé, penser qu'un fonds de pension va faire de la prévention ou va viser la santé publique en France, un fonds de pension australien, c'est une hérésie. Voilà, si on veut un service public, si on veut des missions, si on veut une santé populationnelle, il faut que l'État fasse son travail. Sinon, on peut délivrer ça au privé et le privé va faire du fric. Pour faire du fric, on sélectionne les patients, on sélectionne les actes. Donc, on voit des femmes 4 sub de 34 ans, c'est déjà fait dans certains endroits de Paris, il y a des centres financiarisés, et on sélectionne les motifs, un motif, une consultation, et on va très vite. Ou alors, on fait du soin non programmé. Mais ça ne répond pas. Mais du coup, qui soigne les autres ? Parce que même si on financiarise, qui soigne les gens à domicile ? Qui soigne les personnes âgées ? Qui va faire la prévention pour les gamins qui font des tentatives de suicide ? Qui fait tout ça ? Et en fait, aujourd'hui, on est dans un moment où il faut absolument que l'État fasse son travail et remplisse sa fonction régalienne, parce que c'est une fonction de l'État, la santé. Donc, on a ça. Et en parallèle de ça, on a exactement la politique inverse qui est en train de s'inscrire. Donc, on a un modèle ultra-libéral qui se développe à tout va et un modèle où on va sélectionner des patients. Donc en fait, non seulement c'est un non-sens éthique, économique et même en termes de besoins, mais en plus, on a cette espèce de discours populiste qui est à bas bruit et on va dans le sens inverse. Et l'histoire est en train de s'écrire à l'envers aujourd'hui. Et du côté de l'hôpital, est-ce que tu sens aussi un peu tout ça, aussi les nouvelles aspirations des jeunes médecins, des jeunes infirmiers qui évoluent aussi, on le voit à la fois du côté de la ville, on le voit aussi du côté de l'hôpital. Est-ce que tu peux un peu plus spécifier aussi ce que toi tu peux voir ? Et puis je voyais, il y avait dans le chat une des personnes qui nous regarde qui disait que le serment d'Hippocrate est incompatible avec les valeurs du Rassemblement national, et du coup notamment d'un point de vue éthique on en a parlé, mais peut-être aussi dans ce contexte en parler aussi, non pas redire le serment d'Hippocrate, mais en tout cas peut-être que ça soit le serment d'Hippocrate ou plus largement le code de déontologie qui pour le coup touche tous les professionnels de santé au sens du code de la santé publique. Est-ce que voilà, par rapport à ces valeurs-là, aux valeurs fondamentales qu'on essaye justement de défendre, est-ce que c'est des valeurs qui pourront encore être finalement au cœur de notre pratique si demain il y a des positions et des prises de position comme on les connaît ? Oui, pardon, je vais juste, pour ne pas oublier d'abord, mais je garde, Guillaume, ta question en mémoire. Oui, j'espère que l'hôpital va avoir la créativité des centres de santé, c'est-à-dire dans cette approche populationnelle et décloisonnée qui est, je pense, déjà répondant à un besoin, comme tu dis, c'est vraiment une fonction régalienne. Et également, c'est ce qui donne du sens aux soins qu'on peut prodiguer. Or, ce qu'on observe à l'hôpital, c'est quand même une hyper-sectorisation. Et j'aime bien quand tu dis que vous favorisez aussi, et c'est la demande des soignants, de pouvoir avoir un regard aux différents temps du soin, de la prévention jusqu'à l'accompagnement de fin de vie. Et ça, je trouve que ça manque beaucoup à l'hôpital et il va nous falloir être beaucoup plus créatifs,
beaucoup décloisonner, mais aussi, bien sûr, avoir une politique pour les soignants. Moi, quand j'ai commencé, je suis une vieille médecin maintenant, mais les soignants, ils habitaient à côté de leur hôpital. Maintenant, c'est inconcevable que ceux qui font vivre la ville habitent si loin de leur lieu de travail, pour ne parler que de politique de logement. Mais voilà, je pense qu'il faut qu'on soit créatif, qu'on décloisonne et qu'on ait une approche beaucoup plus populationnelle et au plus près des besoins de santé des populations. Et sur cette créativité, justement, comment arriver à mettre en place de la créativité? Pour moi, déjà, redonner du sens, c'est revenir à des échelles qui ont du sens. Je pense que tous ces énormes regroupements de méga-structures nous éloignent du sens. On le voit, les cadres de santé, les pauvres passent leur temps à renseigner des plannings pour essayer de faire face au manque de soignants. On le voit bien sûr, cette concentration, même si on nous parle de sécurité du soin, etc., et de rationalisation de l'offre de soins, c'est quand même un facteur de désertification et puis de perte de sens, parce que une fois de plus, les soignants se retrouvent dans des secteurs extrêmement pointus. Je ne sais pas, quand on peut travailler toute sa vie en réanimation neurochirurgicale et ne jamais être allé dans un centre où vont être accueillis des patients en situation végétative chronique ou post-relationnelle, quel que soit le terme mal nommé qui peut être donné. Et je pense que même pour se raconter des histoires, pouvoir accueillir aussi les récits des patients, des aidants, il faut que nous-mêmes, on ait cette mobilité qui nous permette de mieux connaître les patients depuis d'où ils viennent et puis leurs différents devenirs. Génial. Je crois qu'on peut... faut qu'on me confirme en régie, mais je crois qu'on peut accueillir Sylvain qui nous regarde depuis quelques minutes. Donc, on accueille Sylvain Fonte, qui du coup est kinésithérapeute, qui travaille dans une maison de santé pluriprofessionnelle, qui travaille aussi dans une communauté professionnelle territoriale de santé. Il va nous parler un peu de ça. Mais on l'accueille aujourd'hui au-delà de son activité clinique, parce que il réalise un tour de France des maisons de santé pluriprofessionnelles à vélo avec sa famille. Ouais. Et donc, il a pu déjà faire des milliers de kilomètres et finalement être au contact de beaucoup de projets inspirants. Des projets qui peuvent finalement nous montrer comment on peut aussi, dans les territoires, dans les différents territoires français, espérer défendre et reconstruire un système de santé solidaire. Et puis d'avoir un panorama du ressenti en France et pas que en Ile-de-France et pas qu'à Paris. C'est aussi quelque chose qu'on essaye d'éviter de faire à la Fabrique des soignants, d'avoir un vrai panorama de ce qui se passe en France et du coup avoir Sylvain pour cette première émission du Cordon, ça nous apparaissait très intéressant. Sylvain, si tu as envie de réagir sur ce qu'on se dit depuis 20 minutes, depuis que tu nous écoutes, n'hésite pas. Et te présenter. Ouais, je sais pas si vous m'entendez. Oui. Okay, on t'entend. Il y a un petit décalage entre ce que je dis et quand vous répondez, mais en tout cas, je vous écoute depuis une vingtaine de minutes et déjà merci de m'avoir accueilli. J'ai eu la chance d'écouter Julie il y a 1 an aux journées de l'exercice coordonné et j'ai eu le plaisir d'écouter Michel aussi intervention. Pour me présenter, donc je suis kinésithérapeute dans la banlieue grenobloise et j'ai eu la chance il y a quelques années de rejoindre la dynamique d'une maison de santé pluriprofessionnelle dans la banlieue grenobloise, dans un quartier populaire, donc je connais très bien les problématiques que Julie évoquait. Et vraiment la question de l'exercice pluriprofessionnel, alors pour le coup pour moi en maison de santé, ça m'a changé vraiment ma relation aux soins, ça a changé ma relation aux patients, ça a changé ma relation aux autres professionnels de santé. Et j'entendais Michel tout à l'heure qui parlait de crise de sens. Moi, j'ai retrouvé sens dans ma profession grâce à l'exercice coordonné. Et donc, déjà, si je devais synthétiser plein de choses que j'ai entendues, c'est que je crois que finalement, qu'on soit des centres de santé, des maisons de santé, qu'on soit hospitalier, la question, c'est effectivement celle du sens et celle de la coordination. Je crois que tout le monde, là, autour de la table, est d'accord pour dire qu'il faut que les acteurs se coordonnent. J'ai noté que Michel disait que la question de la santé ne pouvait pas se réduire aux professionnels de santé. La coordination, elle va bien au-delà, à mon sens, de la coordination entre professionnels de santé.
elle va aussi dans la coordination avec les élus, avec les municipalités, avec les avec les citoyens qui participent aussi activement de plus en plus dans des actions de démocratie en santé, aux centres de santé communautaires, aux maisons de santé pluriprofessionnelles. Et alors donc moi je suis parti il y a un an, un peu moins d'un an, effectivement, pour faire un tour de France à vélo avec ma femme et mes 3 filles qui ont 6, 7 et 9 ans. Et mon leitmotiv, c'était de dire que j'en avais marre qu'on parle systématiquement de ce qui ne va pas dans le système de santé. C'est vrai qu'il y a plein de choses qui ne vont pas dans le système de santé. C'est vrai qu'il y a des difficultés, qu'il y a des choix politiques qui sont très discutables. Mais en fait, partout sur les territoires, il y a quand même plein de professionnels de santé qui se battent. Vous en faites partie, en tout cas autour de cette table, qui se battent au quotidien pour rendre le système de santé plus juste, plus équitable, avec plus d'équité. Et vraiment, j'avais envie de mettre en lumière et de mettre en valeur les professionnels et les acteurs du système de santé qui s'engagent au quotidien pour moderniser et construire le système de santé de demain plus solidaire. Alors, je suis désolé, c'est un peu bizarre parce que j'ai un écho quand je m'entends sur la... Ouais, nous, on t'entend sur le plateau, donc c'est pour ça que tu t'entends aussi un petit peu. Déjà, merci beaucoup pour ta présentation. Merci beaucoup déjà pour ce projet et pour avoir lancé ce Tour de France, qui est quand même pas n'importe quoi. Ça a dû être une sacrée organisation. Et est-ce que du coup, tu pourrais nous partager quelques initiatives justement dans ce contexte auquel on pourra réagir sur le plateau? Et en plus des initiatives, aussi des ressentis. Et ça, je pense que, on est dans une période où il y a beaucoup de ressentis qui deviennent de plus en plus des ressentiments. Et l'idée, c'est pas juste d'évoquer des initiatives, mais de faire attention aussi aux émotions qui se développent dans toute la population et aussi dans la population soignante et patiente. Oui, alors déjà, je voulais redire quelque chose, c'est j'ai fait un tour de France des maisons de santé et de l'exercice coordonné. C'est-à-dire que j'ai pas rencontré que des maisons de santé pluriprofessionnelles. Et je reviendrai sur ce que disait Michel, c'est que les prises de position catégorielles, moi, qui sont trop focus sur une solution, j'y crois pas. Et ce que j'avais envie de montrer dans mon Tour de France, c'est la diversité des actions qui existent. Et donc j'ai rencontré des maisons de santé pluriprofessionnelles, j'ai rencontré des CPTS, des communautés professionnelles territoriales de santé. J'ai eu la chance de rencontrer aussi un centre de santé qui s'appelle À vos soins à Saint-Nazaire, dont je crois que vous allez recevoir un des directeurs, Nicolas Blouin, lundi prochain, si je dis pas de bêtises. C'est ça. Et en fait, la question qui revient à chaque fois, c'est la question des valeurs, de l'engagement qu'on a en tant que professionnel de santé. Moi, je suis professionnel libéral, la tarification à l'acte, ça me débecte. D'accord ? Donc, en fait, je suis le premier à être quelque part opposé à la tarification à l'acte. Pour tout vous dire, je suis même en train de réfléchir à l'écriture d'une expérimentation sur un nouveau modèle de financement des kinés en libéral, parce que la tarification à l'acte, en fait, le ressenti que j'ai eu auprès de tous les professionnels et tous les acteurs et actrices que j'ai rencontrés partout dans mon Tour de France, globalement, il est assez unanime. Alors, forcément, j'ai un biais de sélection parce qu'il n'y a que les gens qui partagent la même vision que moi qui ont accepté de m'accueillir et que peut-être ceux qui ne partagent pas la même vision que moi m'ont pas accueilli. Donc, forcément, dans la trentaine d'équipes que j'ai rencontrées, j'ai fini mon Tour de France il y a 3 jours. Donc, je suis arrivé au terme de mon Tour de France en vélo il y a 3 jours, j'ai bouclé la boucle. Mais partout, tous les collectifs, et donc vraiment la notion de collectif, pour moi, elle est primordiale. Tous les collectifs que j'ai rencontrés, il y a une chose qui est fondamentale, c'est la question de la transversalité entre les acteurs du système de santé. Et tous les projets qui sont innovants, qui fonctionnent, qui donnent des résultats, à mon sens, en tout cas le terreau commun que j'ai trouvé, c'est la question de la transversalité. Et je parle de transversalité entre les acteurs de santé parce que il y a effectivement entre les professionnels de santé le fait que la voix d'un médecin ne porte pas plus que la voix d'une infirmière, que la voix d'un kiné, que la voix d'un pharmacien. Ça, c'est hyper important. Et j'ai pas rencontré une équipe dans laquelle j'ai senti une hiérarchie s'imposer. Et le fait est, c'est que quand moi, en tant que kiné, je suis arrivé dans le système de santé, que je me suis installé, enfin déjà au départ quand j'étais salarié dans une structure de rééducation et ensuite quand je me suis installé en libéral, j'ai senti une espèce de hiérarchie où de toute façon, ce qui était décidé à l'hôpital s'imposait à la ville et ce qui arrivait dans la ville arrivait au médecin spécialiste, qui imposait sa vision au médecin généraliste, qui imposait sa vision et son organisation et ses propositions et ses préconisations aux autres professionnels de santé. Et donc moi, c'est quelque chose où assez rapidement, je me suis dit, mais en fait, ce truc-là, ça marche pas. Ça marche pas. On peut pas avoir un système qui est hiérarchisé comme ça, aussi descendant dans le système de santé. Et vraiment tout ce que j'ai trouvé au travers des initiatives positives, et je reviens sur la question du sens
tous les professionnels avec qui j'ai discuté, j'ai eu des témoignages peut-être de 300 professionnels de santé sur cette année, et tous, ils me parlent de la question de la quête de sens en tant que professionnel de santé qu'ils ont retrouvé grâce à la dynamique d'exercice pluriprofessionnel. Et je pense que ça, c'est fondamental. Et que ça se passe finalement dans un centre de santé parce qu'on a fait le choix d'être salarié, que ça se passe dans une maison de santé pluriprofessionnelle parce qu'on a fait le choix d'être indépendant. En fait, moi, je crois vraiment à la question de la pluralité de l'investissement, si tant est qu'on ait les mêmes valeurs qui soient partagées au départ. Et je pense que je souscris pleinement à ce que disait Julie tout à l'heure. On a des centres de santé qui sont financiarisés, qui n'ont pas du tout les mêmes valeurs que celles que Julie porte dans son centre de santé. Et à l'inverse, je suis le premier à dire qu'il y a des maisons de santé qui portent pas du tout les mêmes valeurs que celles qui sont portées dans ma maison de santé peut-être, et dans toutes celles que j'ai pu rencontrer dans mon tour de France, qui sont celles avant tout du bien commun et de comment on arrête d'être dans une logique pour répondre quelque part à la question de comment on invente un système de plus solidaire. Finalement, tout ce que j'ai ressenti, si tu parlais de ressenti, Guillaume, non, c'est toi, Kendris, Oui. qui parlais de ressenti. Pas Tout grave, ce que on j'ai a pas la même ressenti, personne. c'est que l'ensemble de ces collectifs, en fait, cherchaient à produire de la santé avant de produire des actes. Et que le système, effectivement, ambulatoire est beaucoup organisé autour de la tarification à l'acte et de la production d'actes. J'en discutais encore avec des directeurs de l'assurance maladie qui me disaient « Oui, mais la seule chose qu'on sait évaluer aujourd'hui, nous, dans la productivité, c'est l'acte. » Je dis mais ça, on est bien d'accord que ça sert à rien en fait. Mesurer de l'acte, c'est pas ça qui fait savoir si on a un système de santé qui tient la route. Et c'est comment à un moment donné on mesure de la santé. Qu'est-ce qu'on fait en termes de santé? Vous aviez tout à l'heure un débat sur la question de l'AME, sur laquelle je reviendrai pas. Quelque part, bien sûr que la question n'est pas de savoir si on fait des actes pour telle ou telle personne. La question c'est qu'est-ce que ça produit en termes de santé pour les gens? Qu'est-ce que ça produit en termes de santé, de responsabilité populationnelle, de comment on répond à cette organisation. Et donc, sur les 30 équipes que j'ai rencontrées, il n'y a pas 30 projets qui se ressemblent, parce que la force, je crois, de ces collectifs, je crois que c'est Michel qui tout à l'heure disait, il faut revenir à des échelles plus locales, ou je ne sais pas quel était le terme que tu utilisais, Michel, si je peux me permettre de te tutoyer. C'était vraiment voilà, revenir à quelque chose, voilà, quelque chose de plus local, quelque chose de plus humain, et en tout cas dans tous les collectifs que j'ai rencontrés, c'est vraiment ça que j'ai retrouvé, et la force de la dynamique qui fonctionnait, c'est parce que le projet qui a été construit, souvent un projet de santé qui a été bien mené, il dépend pas de ce que le national a dit de comment il fallait s'organiser dans chaque territoire, il dépend de l'équipe qui est en place, il dépend d'un diagnostic territorial, et il dépend de la volonté des acteurs sur le terrain, de leur bonne volonté à vouloir travailler ensemble. Et j'ai vu, par exemple, sur certains territoires, ce que peut-être moi-même j'avais imaginé parce que j'ai pas cette chance-là sur mon territoire. Par exemple, j'ai vu dans le Thouarçais, donc le pays de Thouars, qui est un peu au sud-est de Saumur, au sud de Saumur, un collectif qui s'est organisé depuis 15 ans, en fait, où l'ensemble des médecins de ville ont été sollicités par des élus il y a 15 ans. Il y a 15 ans, sur la base d'un diagnostic territorial qui disait globalement, on a un risque de diminution de l'offre de soins de proximité et on a une grosse difficulté sur la coordination des soins. Et alors, il se trouve que un peu partout, moi j'entends, ou même quand je regarde les réseaux sociaux ou tout ça, j'ai le sentiment que la plupart du temps, quand les professionnels de santé, et notamment les libéraux, sont sollicités par les élus, il y a un espèce de rejet en disant non mais oh les gars, laissez-nous faire notre travail, on va s'organiser, vous inquiétez pas, donnez-nous de la thune, on va s'organiser. Bon, le fait est, c'est que je crois que ça marche pas du tout comme ça, et ce collectif-là de médecins, ils étaient 27 sur les 32 médecins du territoire à avoir répondu présent, et elle s'est dit ok, on vient de nous apporter une information où on anticipe potentiellement des risques sur de la perte d'une offre de soins de proximité et un manque d'organisation coordonnée. Et bien ce collectif, il a dit, ok, en fait, on va prendre cette information et on va travailler avec les collectivités, avec les élus locaux, pour savoir comment on peut anticiper ces risques-là et construire un modèle et une offre de santé qui permettra de réduire ces risques dans le temps. Aujourd'hui, le pays du Thouarçais, c'est quand même très loin d'être le pays le plus attractif pour les professionnels de santé et le plus attractif tout court pour les gens qui veulent s'installer quelque part. Et pourtant, en fait, ils ont réfléchi ensemble et donc il y a 15 ans, ils se sont dit, si on veut maintenir l'offre de soins pour tout le monde et une offre de soins de qualité et de proximité coordonnée avec un maximum d'acteurs du système de santé, il faut qu'on organise des pôles
coordonnées à tel endroit, tel endroit, tel endroit, tel endroit. Si on centralise tout à cet endroit-là, ça va pas aller parce que ça va pas répondre aux besoins de proximité de ceux qui sont plus éloignés dans les campagnes. Donc il faut différents sites. Et donc, il y a 15 ans, ils ont organisé un truc qui fait qu'aujourd'hui, ils ont 6 pôles d'exercice coordonnés. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a 80 à 90% des professionnels de santé de la communauté de communes du Thouarcé qui sont en exercice coordonné, qui sont tous connectés entre eux par un système d'information partagé, qui se retrouvent en plus sur des questions d'organisation ville-hôpital, et qui fait qu'aujourd'hui, sur les 10 dernières années, dans un des territoires qui est quand même pas le plus attractif de France, il y a 16 nouveaux médecins installés, dont 13 qui sont des anciens internes qui sont venus voir comment ça se passait sur le terrain, qui ont trouvé du sens à leur exercice, et je reparlais de cette quête de sens, et on dit, ok, là ça fait sens. Là, en fait, j'ai une dynamique d'équipe, j'ai un territoire avec un collectif, où en fait, ils vont tous dans le même sens, ils pensent dans le même sens à faire de la santé, et pas juste à produire des actes. Il n'y a aucune concurrence financière, par exemple, entre les professionnels qui vont travailler dans telle maison de santé ou telle maison de santé ou telle maison de santé, parce qu'ils sont tous coordonnés à l'échelle du territoire. Et aujourd'hui, si je devais même si je prends cet exemple-là, et après je te laisserai la parole, Kendrick, parce que je vois bien que tu veux réagir, mais ils ont monté un projet de santé typiquement sur le sport santé. Alors, il paraît que c'est la grande cause nationale qui a été lancée par Emmanuel Macron grâce aux Jeux Olympiques, parce que avant, on se souciait pas de l'activité physique, mais maintenant, on se soucie de l'activité physique comme action de prévention pour la population. Le fait est, c'est que j'ai eu la chance, en fait, au moment où je suis passé à Thouars, d'assister à une réunion du collectif qui portait le projet de sport santé sur le pays du Thouarcé. Le résultat, c'est que j'étais dans une équipe, dans une réunion où j'étais avec le directeur de la communauté de communes. J'étais avec les animateurs de la municipalité de Thouars. J'étais avec des enseignants en activité physique adaptée, indépendants, libéraux. J'étais avec des représentants de la communauté professionnelle territoriale de santé. Je sais plus encore qui c'est qu'il y avait d'autres. En gros, il y avait une dizaine de personnes. Et là, je me suis dit, c'est incroyable. Tous ces gens, ils viennent tous d'un monde différent. Mais en fait, ils ont tous compris qu'il fallait qu'ils avancent ensemble, dans la même direction. Et je n'ai ressenti aucune hiérarchie, aucune organisation ou institution ou professionnel qui essaie de tirer la couverture à lui en disant en fait c'est nous qui allons porter le projet parce que c'est nous qui sommes labellisés maison sport santé ou je ne sais quoi. Non, en fait il y avait rien de ça, il y avait juste un collectif qui disait ok, comment on peut faire encore mieux, comment on peut travailler mieux, là on a besoin de toi, ok pas de problème, je me mets à dispo, là on a besoin de toi, ok il y a pas de problème, je me mets à dispo. Et j'ai juste halluciné de voir en fait ce collectif et cette transversalité entre l'ensemble des acteurs. Et là, je me suis dit, en fait, c'est ça qu'il faut partout si on veut un système de santé solidaire. Et justement, comment on crée ce collectif? C'est ça aussi la grande problématique. Et on voit, vous avez pu énoncer différentes initiatives que vous pouvez mener, toi avec les communautés éthiques, toi avec ton centre de santé, toi avec les maisons de santé. Bon, en fait, comment on arrive à faire en sorte que ça essaime, que ça reste pas contre nous, en fait, toute cette dynamique-là, comment on arrive à faire retrouver ce sens-là qui est perdu chez les soignants, mais qui est perdu dans la population générale et qui aussi explique pourquoi il y a beaucoup de personnes qui votent Rassemblement National, qui s'explique en grande partie par cette perte de sens de l'individu et de son projet de vie. Je dirais que dans le projet, enfin, dans ce qu'on porte tous, en fait, on n'est absolument pas en désaccord ici. Et peut-être qu'il faut essayer de comprendre ce qui entraîne ça. Et en fait, on l'a un petit peu vu dans un mouvement qui s'appelait Médecins pour demain. En tout cas, moi, j'ai vu cette colère-là et j'ai vu ces messages qui me heurtaient. Alors, je ne dis pas du tout que Médecins pour demain, en fait, pour le RN, je dis qu'à l'échelle de ma profession, les messages que j'ai pu voir passer en demandant des actes à 50 €, cette colère-là, cette absence de solution qui était portée, puisqu'en fait, ça ne répondait à aucun besoin. Et en plus, c'était des gens qui étaient malheureux, en fait, qui portaient ça. Et je me dis que, en fait, là où la clé est probablement, effectivement, d'en proposer des solutions, plus que de dénoncer, plus que de taper sur la colère ou de cristalliser les choses. Ça ne marchera pas du tout. Ça aura même l'effet contraire. Taper. Exactement, oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de taper dessus, il s'agit de dire qu'il y a d'autres solutions pour aller bien.
Alors, il y a quand même besoin, moi je suis un peu moins optimiste, c'est-à-dire qu'il y a les territoires, mais on manque quand même d'un chef d'orchestre. Donc il y a des endroits où il va y avoir des collectifs qui vont faire des choses merveilleuses. Et il y a des endroits comme l'ancienne municipalité où je travaillais, où une municipalité, par exemple, va changer de bord politique et va fermer son centre de santé qui ne rapporte pas d'argent. Et c'est une réalité aujourd'hui. Donc, quelque part, quand il n'y a pas de volonté politique et de chef d'orchestre et qu'il n'y a pas de priorisation, qu'on ne raisonne que par la productivité d'un système, alors que la santé n'est pas un modèle productif. Derrière, on cristallise à la fois des professionnels qui sont, pour moi, dans des difficultés de santé mentale ou qui souffrent de leur exercice professionnel, donc qui sont en colère, donc qui se trompent de colère. Voilà, qui vont reporter leur colère sur les patients pas venus, sur leurs gens qui ne gagnent pas suffisamment vite, ou sur l'envie de travailler moins, très clairement, parce qu'ils ne trouvent plus le sens. Et donc, je pense, et oui, on surfe aussi sur la colère des patients, parce que dans les territoires où ça ne marche pas, où les jeunes ne s'installent pas, et où il y a juste plus de solutions, on appelle standard sur standard, et c'est une réalité aujourd'hui d'un patient, notamment un patient qui est bénéficiaire des minima sociaux, d'avoir des très très grandes difficultés à accéder aux soins. À la fois, on est allé sur le high-tech parce que la Macronie croit énormément dans Doctolib. Enfin, je veux dire, c'est magnifique Doctolib, ça a résolu mais dans la vraie vie, un patient âgé ne peut pas utiliser Doctolib. Un patient précaire se retrouve en secteur 2 et il doit payer 100 € de sa poche quand il va chez l'ophtalmo. Donc cette réalité-là, elle crée une colère là aussi. Et dans le système de santé, on l'a vu, on pourrait prendre la même sur l'éducation nationale, on pourrait exactement raconter la même chose sur la situation de l'école inclusive, sur la situation des enseignants aujourd'hui, sur le système à 2 vitesses du privé-public. Voilà, c'est une politique qui n'est pas menée. Il faut quand même qu'on remette un chef d'orchestre pour avoir au moins des objectifs, des valeurs, des objectifs de santé, des objectifs d'éducation, des objectifs de solidarité nationale. Et ensuite, on pourra déployer dans les territoires. Mais aujourd'hui, ce qui nous manque, très clairement, pour moi, pourquoi est-ce qu'on est à ce stade de colère ? Parce qu'on a une faille au niveau de notre système politique. Enfin, je le vis comme ça. Et je dis pas qu'il faut... je pense pas que la solution soit simple. Je pense pas que la solution soit de créer des centres de santé, de fermer des cabinets libéraux ou autre. Pas du tout. La solution, c'est de trouver la complémentarité, que chacun retrouve le sens. C'est probablement d'avoir une ligne politique qui soit modéré. Enfin, je me retrouve pas dans tout ce que porte aujourd'hui la gauche. Je dis juste que notre société doit profondément évoluer parce que sinon on va surfer sur une colère et sur une colère qui se trompe d'ennemi. Et là, l'ennemi, très clairement, c'est l'autre. Et ça a déjà montré que ça ne fonctionnait pas et qu'on fonçait dans un mur là. Michel, je pense que pour faire le lien aussi, vous parliez tout à l'heure de la santé des soignants. Et du coup, des soignants qui se retrouvent justement dans des situations comme Julie l'a partagé. Comment vous, de votre côté, vous l'avez pu le vivre aussi, que ce soit dans vos collègues, mais même, je l'imagine aussi au niveau des cellules éthiques et peut-être de certaines pratiques, de certaines dérives aussi qui ont pu être remontées par des professionnels qui, pour la grande majorité, ont fait ce métier pour les bonnes raisons, mais qui finalement, notamment par la pression du système, entraînent des pratiques qui peuvent être quelquefois délétères pour eux-mêmes, pour leurs collègues et pour les patients. Je rajouterais un supplément à cette question parce que tu aimes beaucoup la question du narratif et c'est aussi quelque chose que j'aime beaucoup. On parle beaucoup de sens, mais je pense qu'il faut aussi évoquer cette question de, en fait, dans quelle narration en fait, on a envie d'aller, qu'est-ce qu'on veut raconter aussi avec notre société, avec notre système de santé. Et je pense qu'il y a un trouble dans la narration aussi qui explique ce trouble du sens. Tout à fait. Et comme disait Julie, dans une société qui va mal, on commence à monter les individus les uns contre les autres, alors que probablement, comme tu le dis, Kendris, le premier soin, c'est accueillir le récit de l'autre et c'est faire récit ensemble. Et c'est ça qui aujourd'hui est malade, mais au-delà des choix politiques, dans une civilisation très technocentrée, où on oublie aussi justement qu'on ne soigne pas alors qu'avec des molécules innovantes et coûteuses et avec des soins intensifs et invasifs, mais on soigne aussi, et tu l'as rappelé, mais on a encore
beaucoup à faire avec, bien sûr, les déterminants lourds de la santé, hein, que sont, voilà, mieux vivre, mieux se nourrir, mieux bouger, mieux se loger, bien sûr, etc. Et, et c'est tout ça aujourd'hui. Voilà. Mais je voulais revenir sur le fait que on est dans une civilisation très technocentrée où c'est très difficile aussi parfois d'interroger la pertinence du soin. Or, c'est quand même une question fondamentale qui, là, alors relève aussi de la compétence des soignants, qui est aussi souvent discutée parce qu'on a fait aussi de la santé un bien de consommation, hein, et dans une société, une fois de plus, où le bien technique doit être absolument accessible et à la portée de tous, mais ce qui fait que la place pour pouvoir questionner la pertinence du soin n'est pas toujours accordée. Or, aussi un soin non pertinent et un soin potentiellement dangereux, mais aussi extrêmement coûteux et qui met à mal aussi la solidarité du système. Je sais pas si vous voulez poser d'autres questions. Je vois surtout puisqu'on on arrive à la fin. Que l'heure tourne, on aimerait beaucoup encore vous poser des tonnes de questions sur tous ces sujets-là, mais on voulait quand même essayer de conclure pour respecter un minimum au moins le temps de fin, puisqu'on n'a pas respecté le temps de début. Merci à vous aussi d'avoir été avec nous pour cette première émission. C'est une émission, comme vous l'avez vu, qui s'est montée en urgence. C'est une émission aussi où on a voulu repartir des bases que l'on connaît, nous, en tant que médias de production, mais aussi d'essayer de tenter quand même des nouvelles choses, notamment d'intégrer des personnes à distance. Donc, un grand merci, Sylvain, d'avoir joué le jeu et d'avoir très bien joué le jeu. Et puis, merci pour vos mobilisations individuelles, collectives. Merci de nous avoir fait confiance aussi pour participer au cordon sanitaire solidaire. Nous, on vous retrouve du coup le 2 et le 4 juillet, toujours sur Twitch et YouTube. On attend aussi vos contributions, vos tribunes, vos projets, vos propositions sur nos réseaux sociaux. N'hésitez pas à nous transmettre ça. Et l'objectif des prochaines émissions, ça sera aussi de relayer des projets que vous pourrez nous partager. Donc on est à votre écoute pour ça. Et voilà, quoi dire d'autre pour conclure ? Qu'on prépare, notamment avec Julie, un événement jeudi prochain, avec notamment aussi Médecins du Monde. Si tu veux un peu développer, Julie. Oui, simplement dire que justement, face au constat qu'on est seul, qu'on écrit des tribunes, qu'on signe, moi je sais même plus ce que je signe, tellement on signe de tribunes, même tout le monde voit mon nom partout. Je pense qu'au-delà de ça, on a décidé de faire un événement physique qui aura lieu à la faculté de la Pitié-Salpêtrière sur le site de Sorbonne, à la faculté de Sorbonne, hein, avec Médecins du Monde. Donc on a eu l'accord de notre doyen pour utiliser les locaux pour cet événement de soignants qui vise surtout à remettre au cœur, pas forcément de faire de politique, mais vraiment remettre au cœur nos valeurs et ce envers quoi on ne pourra pas accepter ce qu'on s'est dit avant. Parce que ça nous semble extrêmement important que des soignants puissent se rendre physiquement, se voir physiquement, et puis puissent porter ensemble des valeurs. Aujourd'hui, ça nous semble nécessaire. Donc, Sylvain, t'es bienvenu. Si tu veux venir à Paris jeudi, vous êtes tous. Bien sûr. Voilà, il y aura. Je serai dans le bus pour rentrer à Grenoble, justement voir ma maison de santé qui m'attend aussi. Mais si je peux me permettre juste de redire un mot pour conclure, je trouve que on a parlé justement de plein de professionnels qui retrouvaient plus le sens de la violence qu'il y avait, de Médecins pour demain qui à un moment donné étaient des gens qui étaient en souffrance. Et je crois que pour moi vraiment, je crois qu'il y a une grosse des difficultés, c'est que justement on parle tout le temps de ce qui va mal, et vraiment ce que vous faites en tout cas là aujourd'hui avec cette émission-là, c'est aussi justement parler de solutions, parler de ce qui va bien. Et en tout cas moi c'était mon leitmotiv cette année, et j'étais juste impressionné de voir tous les soignants que j'ai rencontrés
En fait, à chaque fois qu'on était dans une dynamique positive, je crois qu'on a besoin de parler des dynamiques positives. Et je crois qu'un des problèmes aussi qu'on a aujourd'hui, c'est que les médias font systématiquement le buzz sur ce qui va pas, sur les gens qui râlent, sur les gens qui sont jamais contents. Et vous faites ce travail-là justement de savoir comment on construit des solutions. Ok, il y a des trucs qui vont pas, mais en fait, il y a plein de soignants qui sont en souffrance parce qu'ils savent même pas qu'à côté, il y a des soignants qui peuvent s'éclater et qui trouvent des solutions, qui retrouvent du sens. Et je crois vraiment qu'il faut en parler et en parler de partout, que ce soit à l'hôpital, en centre de santé, en maison de santé, partout. Il y a des gens qui ont retrouvé du sens, qui ont retrouvé des organisations. Bien sûr qu'il y a un volet très très politique et je suis complètement d'accord avec toi Julie et on le voit bien, tu le dis bien d'ailleurs, c'est quand il y a une politique qui va bien et des gens qui sont soutenants politiquement, on arrive à des choses formidables. Quand on a des politiques qui vont moins bien, des fois ça peut complètement faire dérailler complètement une organisation alors même que la volonté des soignants elle est toujours là, elle est indéfectible. Mais vraiment je crois que parler de ce qui va bien, je crois qu'il y a une crise de confiance énorme entre les patients et le système de santé et les institutions. Et je crois que vraiment il y a un enjeu et grâce à vous, grâce à votre initiative et grâce à tous ceux qui se battent au quotidien pour ça, vraiment de redonner aussi de la confiance et de dire parler de ce qui va bien, parler du positif et de dire comment on peut capitaliser sur ces choses-là. Vous parlez d'essaimages. Je crois que l'essaimage il se passe aussi par là, par le témoignage de ces initiatives positives. En tout cas, moi c'est un peu mon combat cette année et j'essaierai de continuer comme ça. On a hâte de t'accueillir à la Fabrique des Soignants parce que c'est une association qui est ouverte aux tout venants. Et qui est ouverte aussi, merci de ton soutien Sylvain, qui est ouverte aussi aux dons, on le rappelle parce que ces émissions n'étaient pas du tout prévues de la même manière que la dissolution de l'Assemblée nationale n'était pas du tout prévue dans nos budgets et du coup n'était pas prévue dans ce qu'on était en capacité de financer. Et comme vous le voyez, même si on est dans une configuration un peu plus légère que ce dont on a l'habitude, il y a quand même 3 caméras. Voilà, on a quand même 3 caméras face à nous. On a quand même plusieurs personnes derrière. Donc, on essaye de financer tout ça sur nos propres deniers, mais on est aussi preneur si vous en avez de votre côté et que vous pouvez en donner un petit peu. Et du coup, on a notre lien de la campagne Ulule qui est toujours actif et donc on va vous le remettre aussi sur le chat et on vous le remettra aussi sur les réseaux sociaux. Donc voilà, comme d'habitude, comme on le disait depuis le début, des dons même de 1 euro, 2 euros, ça peut vraiment nous aider à continuer d'essayer de produire ces émissions et au-delà des élections, de continuer aussi à faire ce type de live pour donner la parole et effectivement essayer de faire témoigner des personnes qui ont des initiatives inspirantes et qui portent des projets pour essayer de défendre et de reconstruire un système de santé solidaire. Est-ce que tu voulais conclure? Parce que tu n'as pas encore conclu. Conclure. Si je faisais de la politique, mais on en fait tous finalement, en étant déjà citoyen, bien sûr, en allant voter dimanche, j'ai envie de dire un mot d'une utopie. Tous soignants. Peut-être tous enseignants aussi, mais peut-être vers je sais pas, je rêve comme ça d'un service civique à tous les âges de la vie, pas seulement pour les plus jeunes. Je pense que, on l'a dit à plusieurs reprises dans la soirée, mais qu'on peut participer à la santé de l'autre de maintes façons. Et pas seulement, on l'a dit à plusieurs reprises, en tant que professionnel, et peut-être qu'on pourrait s'engager de manière solidaire dans la santé sous différentes formes. Voilà, tous soignants. Génial. Ça nous va. Ça sera le mot de la fin. Merci beaucoup. Merci de nous avoir suivis. Merci encore une fois d'avoir répondu à notre invitation. Merci Sylvain pour ton tour de France et ton partage et ton témoignage. Et du coup, on vous retrouve... Maintenant, tu vas pédaler pour la Fabrique des Soignants. Et du coup, on vous retrouve le 2 et le 4 juillet à partir de 20h, toujours sur cette même chaîne. Et je remercie aussi toute l'équipe qui est derrière, parce que ça n'a pas été facile de s'organiser en aussi peu de temps. Et aussi les membres du cordon sanitaire solidaire, parce qu'on commence petit à petit à être une petite équipe. Voilà, merci à tout le monde. Merci. Merci.